En décédant, le dirigeant va laisser ce qu'on appelle la gérance vacante. La société est privée de son représentant légal, de telle sorte qu'elle ne peut plus accomplir les actes juridiques, effectuer les paiements qui sont nécessaires à son fonctionnement. De manière plus problématique, dans un tel contexte, il est parfois nécessaire de vendre en urgence un bien essentiel de la société, comme le fonds de commerce, voire l'immeuble. Et là aussi, le fait que le dirigeant ne soit plus en place, le fait qu'il faille le nommer peut faire perdre un temps précieux, temps durant lequel la valeur de ce bien peut diminuer. Si le dirigeant était lui-même associé, le premier risque, c'est que la société soit dissoute. En effet, dans certaines sociétés, le décès d'un associé est une cause de dissolution. C'est le cas pour la SNC. Il faut alors bien vérifier si les statuts ont au contraire bien prévu que la société continuerait en dépit du décès de l'un de ses associés. Il en va de même pour les sociétés civiles ou les SARL où là le principe c'est la continuation, mais certains statuts, c'est exceptionnel heureusement, peuvent prévoir que la société sera dissoute. Certes, en décédant, l'associé dirigeant laisse ses parts sociales à ses héritiers. Cela dit, les héritiers ne vont pas nécessairement accéder immédiatement à la qualité d'associé. D'ailleurs, ce fait qu'il n'y ait pas une dévolution automatique de la qualité d'associé peut être un point positif pour la société, certaines personnes pouvant être considérées comme indésirables. Il y a là, de ce point de vue, un intérêt à ce qu'il y ait des clauses d'agrément qui organisent cette dévolution de la qualité d'associé et il est conseillé de bien organiser cet agrément, s'agissant des délais qui sont laissés aux héritiers pour se manifester, le délai que la société a pour répondre, étant observé que pour certaines sociétés comme la SARL, des délais légaux impératifs sont à respecter afin de ne pas laisser non plus les héritiers dans l'expectative pendant un certain temps. L'outil qui est généralement préconisé à ce sujet, c'est la clause de dévolution anticipée de la représentation légale de la société. En vertu de cette clause, on va, dans les statuts ou dans l'acte de nomination du gérant, désigner une personne qui prendra la place du dirigeant actuellement désigné en cas de décès, voire même d'ailleurs d'incapacité de celui-ci. Alors on peut désigner la personne nommément, mais on peut aussi prévoir un critère qui permettra le jour J de l'identifier, par exemple l'associé le plus âgé au moment du décès du dirigeant. Un outil complémentaire à cette clause est le mandat à effet posthume, dont l'objet n'est pas tout à fait le même puisque le mandat à effet posthume est un mandat par lequel le DQJUS prévoit que certains biens successoraux seront gérés par une personne. Or, les biens successoraux, ce sont les titres sociaux et la gestion des titres sociaux ne procède pas des fonctions de dirigeant. Cela dit, l'intérêt, c'est qu'effectivement, voter, c'est quand même un acte important. Et de ce point de vue, le mandat à effet posthume permettra de nommer une personne qui votera à la place des associés. Pourquoi pas désignera un dirigeant si on n'a pas en tête au moment de l'anticipation une personne en particulier. Cette personne pouvant d'ailleurs être le mandataire à effet posthume. Et c'est pour cela que les deux outils peuvent se cumuler. Les héritiers sont aussi exposés au risque d'être tenus aux dettes nées cette fois-ci au titre de la qualité d'associé de leur auteur. Tel est le cas si le DQJUS était associé d'une société à risque illimité comme la société civile ou la société en nom collectif. En effet, dans ces sociétés, les associés sont tenus indéfiniment du passif social, même solidairement dans la société en nom collectif. Pour les dettes qui étaient exigibles avant le décès, les créanciers sociaux vont pouvoir effectivement exercer des poursuites contre les associés. Ici, finalement, les héritiers qui prennent la place de leur auteur, qui avait la qualité d'associé au moment où ces dettes étaient nées. Si c'est une société civile, les créanciers doivent diviser leurs poursuites. Je prends un exemple. S'il y avait une dette de 100 000 € et que le DQJUS avait 50% du capital social, les poursuites pourront être exercées à l'égard du DQJUS
à hauteur de 50 000 euros. S'il avait 2 héritiers, ça fera 25 000 chacun. En revanche, si c'était une SNC, les associés étant tenus solidairement, eh bien, le décusus est tenu à hauteur de 100 000 euros, chacun des héritiers 50 000 euros.